Là, effectivement, Roman vous a parlé des tunnels de vente et des systèmes en ligne. Moi, je vais vous parler de, OK, j'ai l'appel téléphonique, j'ai le rendez-vous physique. Comment je fais pour convertir le rendez-vous en vente en client tout de suite maintenant? OK? Ça vous va? Bon. Donc, la vente, déjà, avant toute chose, ce n'est pas quelque chose d'inné. Moi, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « je sais vendre ». Ce n'est pas vrai. Moi, je suis quelqu'un de base de très timide, très réservé. La première fois où j'ai dû vendre, j'étais dans le bâtiment à côté. Mon père m'a filé un numéro de téléphone, il m'a dit « appelle et commence à vendre ». J'ai dit « mais comment tu veux que je vende? Je ne connais pas cette personne ». Il me dit « bah regarde, c'est simple. » Il prend son téléphone, il appelle, ouais ça va, tatati, tatata, il ne connaît pas le mec, il sympathise, il cale un rendez-vous le lendemain sur Castres. Bon, je dis ok, ça a l'air simple. Donc moi je prends mon téléphone, j'étais rouge, j'avais la voix qui tremblait, et puis je commence à téléphoner du coup à des inconnus, et là c'est la cata, j'arrive pas à présenter mon offre, j'arrive pas à me présenter moi, je bégaye, enfin c'est une horreur. Pour vous dire que de base j'étais très timide et que j'étais pas du tout destiné à devenir quelqu'un qui savait vendre. Mais avec la répétition et l'entraînement, on peut vendre à n'importe qui, n'importe quoi. Et la première fois effectivement que j'ai vendu, je me suis acharné, mais acharné vraiment très fort. C'est ce que j'ai raconté hier à Steven et à Kram. Ma première vente, moi, c'était un contrat sur lequel, en fait, je l'ai très mal pris. Et moi, je déteste qu'on me dise non. Et du coup, j'avais pris une voiture. En fait, initialement, je travaillais dans B2B et j'aidais les sociétés, les TPE, PME qui faisaient entre 1 million et 10 millions annuels à se développer. Et je prends la voiture, je chope un prospect qui était sur Bordeaux, Monsieur Camurac. Donc je vais le rencontrer. Et puis j'arrive là-bas, etc. Je rentre, je me présente. Et il me dit bon, écoutez, je ne suis pas intéressé, merci, au revoir. Donc je me dis putain, j'ai fait 300 bornes pour le voir. Le mec n'a pas noté le rendez-vous. Et en plus de ça, il ne veut pas me voir. Bon. Et il me dit non, mais moi je me suis dit putain, mais j'ai envie de la voir. Donc je reprends la voiture, je retourne le voir une semaine plus tard ou un jour après, je ne me souviens plus. Et je vous la fais court, je suis allé le voir 7 fois ce mec. 7 fois. 7 fois j'ai fait l'aller-retour Toulouse-Bordeaux. Le soir des fois je restais sur le parking jusqu'à 21h pour attendre qu'il sorte des locaux et pour pouvoir échanger avec lui une ou 2 minutes pour qu'il m'accorde juste 2 minutes de son temps pour que je puisse échanger avec lui et l'appâter sur quelque chose. Il ne voulait pas me recevoir. Donc en fait, il y avait une porte d'entrée, c'était prendre rendez-vous avec lui. Il ne voulait pas me l'ouvrir. Donc du coup, je suis rentré par la fenêtre. Je suis allé voir la secrétaire. J'ai sympathisé à la secrétaire parce que je sais que la secrétaire, c'est les yeux et les oreilles d'une boîte. J'ai échangé avec elle. Elle m'a dit, mais oui, on a un local pas loin où on stocke les menuiseries, c'est pas très loin là-bas, etc. Je me suis dit, parfait, je vais aller voir les techniciens. J'ai échangé avec les techniciens. Du coup, j'ai commencé à entretenir une relation avec les équipes, mais le patron, par contre, il ne pouvait pas me voir en peinture. Et un jour, il m'a même dit, j'arrive avec mon chocolatine et tout, il me dit, putain, qu'est-ce que tu me fais chier avec tes chocolatines, j'en veux pas. Ah, au chocolat. Non, chocolatine, s'il te plaît, on est à Toulouse. Le débat est ouvert. Et donc, attention, il y a plus de Toulousains dans la salle quand même. Abigail, pas de commentaire. Et donc, tu m'as coupé, je me souviens plus où j'étais. J'en étais où? Les viennoiseries. Ouais, voilà, les viennoiseries, merci. Donc, j'apporte les viennoiseries, j'étais content et tout. Et le mec me dit, en gros, va te faire foutre avec tes pains au chocolat, c'est pas comme ça que tu vas m'acheter. Donc, bon, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais je vais jamais l'avoir, ce mec, c'est pas possible. J'avais une frustration intérieurement, une colère. Je me suis dit, putain, il faut que je le chope, ce mec. Et donc, j'y suis retourné. Et un jour, il m'a dit, bon, écoute, tu me fais tellement de la peine, je vais t'accorder 5 minutes de mon temps. Et il s'est assis au bureau, il a pris le chronomètre, il m'a tourné le chronomètre, il m'a dit, t'as 5 minutes, et il m'a mis le chronomètre devant moi. Autant vous dire que j'avais un stress pas possible. C'était mon premier rendez-vous de vente. Et j'ai posé, comme disait Roman tout à l'heure, l'importance de poser les bonnes questions. J'ai juste posé des questions. J'ai trouvé une incohérence. J'ai appuyé sur l'incohérence, et j'ai créé un véhicule entre l'incohérence et moi, ce que je pouvais lui proposer. Et ça, c'est un contrat qui m'a permis, du coup, c'est le premier contrat que j'ai signé et qui rapporte 200 000 € à la société qui est juste à côté. Et c'était mon premier contrat. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, qu'importe ton point de départ, si tu veux vendre quelque chose, que tu es acharné et que tu es engagé et que tu as au fond de toi une envie profonde de pouvoir vendre ton service, tu peux le faire. Et du coup, après, c'est simple, hein, j'ai fait la même chose, mais un peu partout, quoi. Donc, c'était effectivement pour vous expliquer que ce n'est pas inné, la vente, ça s'apprend. Et aujourd'hui, on va voir effectivement ensemble votre façon de vendre. Moi, je ne peux pas, effectivement, là, sur 2 heures ou 1 heure ensemble, je ne peux pas vous dire votre façon de vendre. C'est vrai que sur Simplify, on vous accompagne à savoir exactement comment vous pouvez vendre. Par exemple, Mavix Filma, c'est quelqu'un plutôt de doux, de calme, donc elle va avoir sa méthodologie de vente.
Okay, quelqu'un de très speed, très cash, un peu comme moi au roman, va avoir sa propre méthodologie de vente. Mais par contre, il y a une structure qui revient tout le temps. Donc on va la détailler ensemble, mais selon vous, quelle est déjà la première étape d'un entretien de vente, ou en physique ou au téléphone? C'est quoi la première étape? Connecter. Brise-glace. Trouver des points communs. Trouver des points communs. La personne parle d'elle, donc la faire s'engager pour qu'elle se sente Ouais. au centre de l'attention. Ok, pas mal. Donc le premier point, c'est la connexion émotionnelle. Ouais. Vous devez connecter avec la personne. Et ça passe effectivement par avoir le sourire. Même si vous n'êtes pas en visio, vous devez sourire. Le sourire s'entend. Si je te dis bonjour, ça va? Bonjour, comment tu vas? Tout de suite, on entend le sourire. Donc il faut tout le temps sourire. Tu as dit trouver des liens de similitude. Oui, c'est pertinent. Il faut trouver des liens de similitude. Et il y a des fois, vous ne connaissez pas le prospect. Il est à l'autre bout du monde, il a pris un rendez-vous sur votre tunnel de vente, vous ne savez même pas qui c'est. Comment je fais pour connecter avec lui? Je n'ai pas de point d'accroche. Comment vous pouvez faire donc pour trouver des liens de similitude avant l'appel? Ou pendant l'appel tout de suite au départ? Il faut faire ses recherches, il faut faire un travail de recherche en amont. Ok. Tu fais des recherches sur moi, tu trouves absolument rien à part mon nom et mon prénom. Comment tu fais? J'engage un détective privé. Ça va te coûter cher. Si on peut regarder ses réseaux, Ben, moi, typiquement, j'avais un fichier de prospection, nom, prénom, adresse de l'entreprise et adresse mail. Tu peux regarder sur société.com si tu veux son résultat, mais ça va pas t'avancer. voilà. Comment tu fais? Il faut lui poser des questions. D'habitude, Ouais. parce que, Voilà. Le lieu, où est-ce que tu es? À quel temps il fait chez toi? C'est l'environnement dans lequel le prospect est, il est sensiblement le même. Typiquement, il y a des fois, moi j'ai des gens, des Bordelais, des Parisiens, et tout de suite je vais créer de l'humour avec eux. Ah, t'es de Bordeaux? Ouais, mais on déconne avec ça. Putain, il fait tout le temps pourri, quelle idée d'aller vivre à Bordeaux, il peut tout le temps. Tu vois. Et on échange comme ça. Donc trouver des liens de similitude pour avoir tout de suite au début de l'appel une ambiance sympathique. C'est comme quelque part, la première fois que vous allez avec une femme au restaurant, si effectivement il n'y a pas de moment où vous échangez, où vous connectez, où vous vous amusez et que vous rentrez direct sur de la questiologie, etc., ça ne va pas le faire, quoi. Il n'y a pas de connexion, quoi. Ça ne le fait pas du tout. Et il n'y aura pas de connexion du tout. Vous n'avez pas concluant. C'est pareil. Donc pour connecter, il faut avoir la bonne énergie. Mais ça aussi, c'est important. Et il y en a beaucoup qui font l'erreur. Par exemple, je prends des personnalités qui sont introverties et les gens qui sont un peu extravertis. Si on a quelqu'un de très extraverti, qui parle beaucoup, qui est très solaire, qui a beaucoup d'énergie, en face de quelqu'un qui est introverti, qui est très calme, très doux, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Vous n'avez jamais remarqué que les gens, généralement, au bac, dans les écoles sup, etc., quand tu regardes les gens, ils sont souvent entre introvertis et entre extravertis. On a du mal à connecter avec quelqu'un qui est introverti. Donc ça veut dire qu'il faut adapter son niveau d'énergie en face du prospect. Si j'ai quelqu'un de très calme, très doux, ben je vais être moi aussi très calme, très doux. Si c'est quelqu'un qui est très solaire, qui rayonne, ben je vais être pareil que lui. Donc il va falloir être comme un caméléon qui adapte son énergie, son niveau d'énergie. Voilà. Il faut s'adapter en fonction de la personne. Et du coup, c'est une idée reçue d'être le commercial mort de faim. T'es mort. Qui n'a pas envie d'en parler. Oui. T'es mort. Ouais. Donc première étape, connexion émotionnelle, sourire, adapter son niveau d'énergie. Je termine juste là-dessus, après je réponds à ta question. Et quand vous adaptez votre niveau d'énergie, mettez-le légèrement au-dessus de celui de votre prospect. Pourquoi? Parce que si moi je suis au téléphone avec quelqu'un de calme, posé, et que moi du coup aussi je vais me calquer sur son niveau d'énergie, et que du coup je vais être très calme, très posé, mais voire encore plus calme qu'elle, ben, elle va prendre le leadership sur le col. Et c'est pas possible. Donc vous devez adapter votre niveau d'énergie, mais le mettre légèrement au-dessus de celui de la personne que vous avez en face de vous. Donc le sourire, le niveau d'énergie, trouver des liens de similitude et connecter avec la personne, c'est pas lui demander où est-ce que tu en es au niveau business. Hein. C'est s'intéresser à la personne, pas au business et pas ce pourquoi vous êtes sur l'appel. S'intéresser à l'humain qu'il y a avec vous au téléphone. Tu avais une question, Steven? Ouais. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des chefs d'entreprise qui sont vraiment, Ouais. on va dire, moins niveau énergie. Comment tu fais? Endormi? Non, pas endormis, ils sont, je sais pas comment dire, ils sont plutôt hautains. Oui. Ils sont pas
pas réceptifs. Ouais, ils sont pas réceptifs, ils sont pas ouverts à la discussion. Comment tu fais pour switcher? Ouais, c'est ça, pour switcher. Tu t'acharnes. Exemple concret, je vais dans l'Aveyron prospecter un mec, j'arrive dans son bureau, un ancien militaire. Oui, bonjour, asseyez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Bon, vous êtes encore un énième commercial qui me vend des fenêtres, quoi. Bon, c'est compliqué. Bah, du coup, tu essaies de trouver des points d'accroche. Je lui posais des questions, le mec il était là. Oui, non, oui, non. Bon, vous en avez pour combien de temps? Horrible. Et derrière lui, dans son bureau, il y avait 2 ballons de rugby. Biarritz, Bayonne. J'ai dit, je peux vous poser une question? Parce que derrière vous, il y a 2 ballons de rugby. Moi, je suis fan de rugby. Mais Bayonne, Biarritz, du coup, vous êtes pour qui? Et là, le mec, transformé. Transformé. Ah putain, mais bah écoute, non, mais j'arrivais pas à trancher, donc moi je suis de les deux. Donc je suis né à Bayonne, mais Biarritz, voilà, c'est une belle équipe quand même, donc je supporte les deux. Puis bon, c'est le Pays Basque, tu vois, donc. Et là, ça y est, j'ai trouvé un truc. Donc il faut que tu trouves quelqu'un, juste une seule chose. Et monsieur Camurac, par exemple, celui que j'avais signé au tout début, pareil, mec, c'était odieux avec moi. Et tu retournes le voir. Il faut que tu sois concentré sur tes actions et non pas sur les résultats. Après, dans l'exemple que tu donnes de ton premier prospect, ouais. tu as signé, ça en valait vraiment la peine, quoi. Oui. Parce que je pense qu'il faut aussi faire la différence entre, comment dire, les choses où on doit persévérer, les causes un peu perdues. Non. Non. Je vais te dire pourquoi. Ça aurait été un contrat à 2 000 €, j'aurais fait la même chose. Okay. Parce que je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable, si j'en avais envie, de signer un mec qui, au départ, m'avait dit non. Okay. Et quand, en fait, tu arrives à avoir ça, tu repars avec un niveau de confiance, tu te dis, c'est bon, de toute façon, si je veux, je peux. C'est ça que je suis allé chercher, en fait, ce jour-là. Quand j'ai appelé mon père, je lui ai dit, putain, j'ai signé un contrat. Je lui ai pas dit, putain, j'ai signé 200 000 balles. Tu vois. Oui. Le montant, j'ai signé un contrat. Je savais, du coup, vendre. C'est ça que je cherchais. Après, oui, en effet, tu filtres les candidats, quoi. Au bout d'un moment, oui. Oui, aujourd'hui, maintenant que tu as voilà. Si quelqu'un te fait trop galérer, je pense que ça sert à rien. Oui, oui. Mais au départ, je ne cherchais pas ça. Ouais. Je cherchais juste d'expérimenter et de me dire, OK, je peux le faire. J'en suis capable. Voilà. Okay. Ça répond à ta question ou pas? Parfait. Mais ouais. Une fois que voilà, tu as pu passer, faire ton objectif, ouais. Comment s'est passé le relationnel pendant tout le process de vente? Tu vois, au début, c'était quand même tendu. Avec ce monsieur? Ah, le militaire? Ouais. Ben, une fois qu'on a connecté, on a recalé un rendez-vous. Ok, et après, ça s'est bien passé. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, je suis passé en mode anti-vente. Lui, en fait, il m'a perçu comme un commercial. Comme un mec qui voulait lui vendre quelque chose. Et du coup, ben, au départ, oui, je suis là pour vendre quand même. Mais donc, j'ai trouvé ce sur quoi connecter avec lui. Je savais que c'était les 2 ballons de rugby. Il m'aimait bien. Ça y est, je faisais partie des 1% des commerciaux qu'il aimait bien. Donc, du coup, je calais un rendez-vous, anti-vente. Bon, écoutez, moi, j'ai pas trop le temps. De toute façon, aujourd'hui, j'ai d'autres personnes à voir. J'ai d'autres clients sur votre secteur. Je repasserai quand est-ce qu'on passe un rendez-vous. Et comme ça, le mec, il note un rendez-vous. Il sait qu'il t'aime bien. Il t'attend et il sera posé pour te recevoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avais 2 objectifs. Un, caler un rendez-vous. Et après, le deuxième, c'était signer le contrat. Mais par exemple, la personne où tu es parti voir à Bordeaux, oui. Et que ça lui faisait de la peine que tu allais tout le temps le voir et tout, comment ça se passait après? Enfin, je l'ai signé. C'est comme oui, mais tu as signé, mais je veux dire, est-ce que du coup c'est pas compliqué après Non. 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 Pourquoi? Pourquoi il y aurait... Est-ce que tu peux me préciser? Non, parce que du coup, j'ai l'impression que tu l'as... Après, c'est mon avis ouais. personnel. C'est comme si tu l'avais un peu harcelé, quoi, d'acheter ton produit. Ouais. Et à force, ça lui faisait de la peine de te voir. Mais est-ce qu'il avait vraiment besoin de tes services, quoi? C'est de la détermination. Je lui ai prouvé une chose ce jour-là, que j'étais le mec le plus discipliné et déterminé qu'il pouvait trouver sur le terrain. Si je suis déterminé et que je veux le voir et que je veux parler avec lui, c'est que j'ai vraiment quelque chose à lui proposer. Et tu sais ce qu'il m'a dit, ce mec? Il m'a posé sa grosse main sur l'épaule un jour, il m'a dit, tu sais quoi? Je faisais déjà 1 million à l'année, tu étais encore dans le ventre de ta mère. Donc ta mère, rien à m'apprendre. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais me prouver que je peux aller le chercher. Et quand je l'ai signé, j'étais content de moi. Et lui, il a compris ce que je pouvais lui apporter. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, on a eu une super relation. On s'est invités au restaurant, on allait ensemble, etc. Donc super. Après, c'est un contrat de 200 000 €. S'il n'en avait pas besoin, il n'aurait pas pris, je pense. Oui.
pas une coque d'iPhone Non. Non, mais tu vas quand même chez un mec qui achète avec ses fournisseurs depuis des années, il a le même fournisseur, et toi, tu es en train de lui expliquer que si tu passes chez un nouveau fournisseur, tu vois, c'est compliqué. Mais c'est la vente, quoi. Donc oui, il avait au départ de la peine pour moi, parce que j'étais un jeune de 18 ans qui, pour lui, avait absolument rien à lui apporter. Mais moi, je savais, quand tu es convaincu de ce que tu vends, tu sais que tu peux apporter sincèrement quelque chose à quelqu'un. Par exemple, les femmes qui aident d'autres femmes, elles sont tellement convaincues qu'elles peuvent leur donner confiance en elles que putain, mais j'y vais, il n'y a pas de problème si je dois t'harceler, si je dois t'avoir 7 fois au téléphone. Tu vois, typiquement, il y a quelqu'un qui avait effectivement rempli le questionnaire pour venir ici aujourd'hui et qui n'est pas là parce qu'elle est partie à Paris signer un contrat. Et je l'ai appelée 7 fois, cette personne. Elle m'a dit, putain, mais tu m'harcèles. J'ai dit, ouais, mais tu ne viendras pas à mon événement si je n'ai pas pu échanger avec toi au téléphone. Ah bon, mais pourquoi? Moi, je viens juste à un événement. Mais ce n'est pas un événement où, moi, si je n'ai pas pu connecter avec toi, comprendre qui tu es et ce que tu veux faire, tu ne viendras pas à mon événement. Donc, s'ils comprennent, en fait, le pourquoi tu les harcèles, ils s'en foutent. Et après, le mec, il te dit, mais putain, mais merci d'avoir été aussi déterminé, en fait. Parce que c'est une opportunité. Je ne sais pas si tu as répondu à ta question ou pas. Oui. Parfait. Vous avez d'autres questions ou pas? Donc la première étape, la connexion émotionnelle. Deuxième étape, vous êtes en entretien de vente, en physique, au téléphone. Vous avez bien connecté avec la personne, le feeling passe bien, vous avez bien échangé, où il habite, quel voyage il a fait, peu importe, je m'en fous, mais en tout cas, vous avez bien connecté, c'est fluide. D'ailleurs, la connexion, elle peut durer 2 minutes, 5 minutes, mais attention, si vous connectez trop, ça peut... j'avais un client qui a connecté une fois pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure. En fait, c'est un rendez-vous de potes, là. Vous avez fait trop d'amical. Enfin, au bout d'un moment, il faut cadrer un peu les choses aussi, quoi. Donc attention à ne pas partir trop sur connexion plus. Hein. Deuxième étape, on va cadrer l'appel, cadrer le rendez-vous de vente. Et c'est à ce moment-là où vous devez prendre le leadership sur le call, prendre le leadership sur l'appel pour pouvoir l'amener là où vous souhaitez l'amener. Mais attention, quand on cadre un appel téléphonique, un appel de vente ou effectivement un rendez-vous physique, peu importe, n'angoissez pas votre prospect en mode « bon alors, on va voir ça, je vais te poser des questions, on va faire ci, on va faire ça ». C'est hyper anxiogène pour le prospect. Il va se dire « putain, mais c'est quoi, c'est un interrogatoire le truc, c'est chaud là, oula, moi je pensais que c'était fluide ». En fait, tout le travail que vous avez fait avec la connexion émotionnelle, vous avez détendu l'atmosphère, je me sens oppressé, et oula, j'ai peur. Vous devez juste cadrer l'appel de manière très fluide. Est-ce que tu as bien prévu une demi-heure, 1 heure devant toi, c'est OK pour toi? Est-ce qu'on peut parler du coup du sujet principal? T'en es où du coup d'un point de vue business? Et tu fais juste le switch sur la partie professionnelle et le côté business. Donc en fait, cadrer l'appel, c'est une phrase, quoi. Pas plus. OK? Pourquoi un appel, que ce soit de vente ou pour en savoir plus sur le prospect, doit durer combien de temps? Peu importe. Peu importe. La durée de l'appel? Ouais. Bah, tant que tu n'as pas signé, tu restes. Peu importe si c'est important pour toi de signer. Après, il y a des appels, ça va très vite. Il y a des fois, tu repars d'un rendez-vous, tu as encaissé 6000 balles, ça a duré 15 minutes. Il y en a, ça a duré 1h30. Tout va dépendre du profil. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai quelqu'un au téléphone, il faut que ça aille vite, quoi. Si tu dois passer par 14 000 chemins, ça va me gonfler, va vite. Tu as des gens qui ont besoin de comprendre toutes les étapes, de les rassurer, de les accompagner sur cette prise de décision-là. Donc ça va demander plus ou moins de temps. Et est-ce que si justement ça s'éternise, ça dure un peu longtemps, et qu'au final tu ne signes pas sur le moment, ouais. Donc tu as fait quelque chose, tu as fait une erreur quelque part. Soit tu as fait une erreur. Alors, on va le voir au niveau des objections à la fin, mais la seule objection qu'il y a, c'est le décisionnaire. À savoir si, par exemple, je ne sais pas moi, tu as chopé un rendez-vous, voilà, elle n'est pas seule à décider, ou c'est pas lui qui prend une décision dans la boîte, ou effectivement, la réalité financière, le mec n'a pas d'argent. C'est les deux seules objections. C'est pas forcément parce que le discours il est mal amené, ou qu'on a fait une erreur. Si. Hein? Bah si. Enzo, il y a peut-être aussi qu'il n'était pas assez qualifié, c'était pas forcément la cible. Non, mais parce que tu as dit qu'il y avait aussi une possibilité de réalité financière. Oui. Et du coup du coup, s'il y a... si j'ai envie de prendre un truc, ça m'intéresse vraiment, mais du coup, bon, j'ai pas les moyens maintenant, l'erreur, elle est pas en face. Ah bah non. Oui, là, tu peux pas closer. C'est ça que... Ou sinon, tu trouves une solution de financement.
fois. Voilà. Ok, Mais ça, on le verra sur le traitement des objections juste après. ça marche. Voilà. Donc on a connecté, on a cadré l'appel. Troisième partie. À votre avis, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ouais. J'ai une question. Ouais. Tu as parlé en une seule phrase, tu fais la bascule. Ouais. C'est quoi la phrase? Alors, il faut que tu trouves ta propre phrase. Parce que justement, moi, je suis là pour vous donner de la structure. Mais bon, moi, ce que je dis généralement, c'est bon, bah, écoute, je vois que le feeling passe bien, ça me fait plaisir parce que c'est important quand même quand on envisage de travailler ensemble. Est-ce que tu as bien prévu une demi-heure, 1 heure devant toi? C'est OK pour toi? Comme ça, je valide que la plage du temps, c'est bon. Et après, du coup, je pose une question très large qui l'amène sur la partie questionnologie. Voilà. Ouais. Vas-y. La prospection, tu la commences. Enfin, toi, tu conseilles surtout d'être en visio ou en appel ou en face. Oui. Donc, tu fais jamais par message au début Non. pour le. Non, par message, il faut juste que tu aies la problématique. Dès l'instant où tu as le problème par message, cale un appel. Ok. Ok, d'accord. En fait, c'est Tu sur pour- la connexion émotionnelle, par message, c'est Ouais, un Je vois. peu. oui, mais au début, comment tu le contactes forcément pour lui proposer un appel, du coup, ou le voir, etc. Tout dépend de ton système d'acquisition. Soit c'est des appels à froid, soit c'est un tunnel de vente, soit c'est des messages en DM. Moi, mes premiers centaines de milliers d'euros en ligne, c'était des DM, des DM, des DM, des DM, des DM. Ouais, parce que là, moi, je fais que ça. Ben, en fait, tu échanges avec lui, tu connectes, tu t'intéresses sincèrement à la personne. Okay, et une fois, effectivement, que tu as la personne, ça passe, c'est bien, c'est fluide. Mais après, dès qu'elle t'a parlé de son problème, Ok. bah, tu proposes un appel Ok. pour parler de ce problème. Ok, d'accord. Ah. C'est les monteurs vidéo. Ouais, c'est l'idéal, c'est mon terme. Alors, moi, mes premiers clients, appel Direct. direct. Ouais. Ok. Jamais par message. Jamais Ouais. donné les prix par message. Ah ben non. Ah ben non. C'est en Ouais, fait, il y aura mais toujours c'est des peut-être- Ah non. évolutions des prix, t'as pas la réaction. ressenti de la Et personne. ouais. C'est ça. Tu pourras pas lui expliquer pourquoi c'est ce prix-là. Ouais, parce que moi, généralement, j'envoie mes devis sur PDF et j'ai pas. Jamais. Ouais, voilà, parce que, en fait, Jamais de devis. tu pourras pas traiter les objections. Faut le faire en face, le devis? Je fais pas de devis. Jamais fait de devis. Donc, tu ne conseilles pas de faire des devis? Non. Ok. On n'achète pas un devis. Moi, j'ai jamais fait de devis. Ouais. Non, juste, tu dis ton taux horaire et. Non, tu dis tes tarifs. Ouais. qu'est-ce que tu proposes. Mais ton taux horaire, tu vas être plafonné au bout d'un moment. Mais en fait, comment dire, des fois, il y a des clients, ils veulent des devis. Bon, j'imagine qu'on peut le contourner. Mais surtout, moi, la question qui me bloque des fois, c'est quand tu as un prospect au téléphone et qui te dit oui, bon, vas-y, ça coûte combien là? Combien ça va me coûter? Et- Moi, typiquement, un mec qui me dit ça, mais écoute, si tu cherches un prix, on ne travaillera pas ensemble. Ouais, ok. Voilà. Par contre, effectivement, moi aujourd'hui, ma boîte elle tourne et je pense que tu le vois, donc c'est que mes prix ne sont pas déconnants. Sinon, personne ne m'achèterait. Ils ne seraient pas fous. Maintenant, si tu cherches vraiment un prix, le prix le plus bas, bah, je t'invite à aller voir mes confrères qui, eux, peut-être, effectivement, pourront t'apporter une solution adéquate, anti-vente. Et après, du coup, il t'écoute. Mais s'il fait ça, c'est qu'aussi il a le leadership sur le call. Ouais. Parce qu'il Bah, se permet de te poser Une ça. fois, ça m'est arrivé, mais il y avait, enfin, c'est même pas, il n'y a même pas eu le temps Ouais. qu'un leadership se place, parce qu'on m'a dit, ouais, il y a un tel, le collègue d'un tel, il ouvre un resto, vas-y, contacte-le. Le contacte, on peut s'appeler, ok. Ouais, allô, oui, ok, vous faites quoi? Oui, bah, marketing. Ok, ça coûte combien là? Bah, attends, Oui. tranquille, tu vois. Et ouais, ça coûte combien? Allez, passe au resto, on va en discuter. Franchement, je suis même pas allé parce que. Bah si, bah, Ah oui. je donne pas le prix. Ouais. Bah, c'est Non, cool. mais je vais pas donner le prix. Voilà, en mais fait, la c'est sûr. façon d'échanger. Je comprends. T'avais une question, Steven? Bah, je passe statistiquement. Le truc, allez, j'y vais. Et là, on Tu s'entend. disais Si que là, au le fait téléphone, de switcher, ça fait la tu connexion. prends un chien et, Le fait de switcher en disant voilà le plan, vous avez posé des questions, tout ça, ça dégrade du coup le Oui. flux précédent. Moi je trouve qu'au contraire, enfin moi mon point de vue c'est que ça permet de donner de la clarté à l'appel. Et du coup, c'est quoi la balance entre... Teste les deux. Moi, j'aime pas faire ça parce que généralement, ça stresse un peu les gens. Mais si tu sens et que tu arrives à capter vite que la personne, elle a besoin de cadre, que c'est quelqu'un qui est un profil, comment te dire, très pragmatique, qui a besoin de clarté sur les étapes, oui. D'accord. Donc ça dépend du profil Ouais. de la personne. Oui. Il faut que tu sois un caméléon, que tu t'adaptes tout le temps en fonction de la personne. Tout le temps, Déjà tout avant le temps, d'être tout le un temps. caméléon, il faut savoir analyser. Mais ouais, ta capacité à analyser le prospect, c'est ta capacité à vendre. C'est compliqué ça. Ouais. Il faut que tu restes toi-même, mais que tu t'adaptes en fonction de la personne que tu as en face de toi.
Bah, vas-y, je vais essayer quand même. Si tu t'adaptes comme ça, bah, du coup, t'es pas vraiment toi-même. Si, je suis moi-même. J'ai toujours les mêmes valeurs, toujours les mêmes principes, j'offre toujours la même chose. Je ne change absolument rien. Par contre, je vais m'adapter pour que le feeling passe avec la personne. Tu vois ? C'est tout. Je vais faire en sorte que les relations se passent bien et que la connexion se passe bien. Et après, la personne, mais je vais y venir après, elle doit comprendre, en fait, tu dois comprendre la perception du monde de la personne. C'est pas à toi de lui imposer la perception du monde, mais c'est à toi de comprendre la sienne, sa réalité, comment elle voit les choses, elle. Et si tu arrives à voir le monde comme elle voit le monde, tu peux lui dire comment toi tu peux l'aider dans sa perception du monde. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et tu ne te changes jamais, non. Parce que sinon, ça revient à faire de la manipulation malveillante et non, c'est pas l'idée. Ouais. Là, je suis en train de revoir mon offre, comme disait Abigail. Ouais. Je suis en train un peu de changer et je vais forcément faire des projets à distance. Ok. Je vais être sur Paris, mais moi je reste sur Toulouse. Comment moi, sans voir le client, parce que je ne me déplace pas, parce que je ne ferai plus janvier dans mon offre, je peux prospecter avec lui et créer une relation visio. En visio. Visio. Ouais. Dès que tu as le problème et dès que le mec il est appâté, il est chaud pour visio. Okay. Voilà. Visio, tu as quand même moins d'énergie en physique, mais il y a plus d'énergie qui passe qu'au téléphone. Quoi. Ouais, parce que moi, le point fort, c'est justement le dynamisme, la communication, comment je gère avec les gens. Visio, il faut faire attention à ton environnement derrière. Et ton ordinateur, il faut que tu prennes de la place sur l'écran. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas optimiser un peu les choses. Quoi. Mais visio, c'est très bien. Hein. 90% des gens à qui je mange sont en visio. Hein. Et le montant ne change pas. Voilà. C'est pas parce que tu fais des contrats à 200 000 en physique que tu peux pas faire des contrats à 100 000 en ligne. Hein. Ça ne change rien. Ouais, donc visio. Good. Hein? Ah ben il manque beaucoup de choses. T'as fini toi? Ah ben non. Ah bon bah vas-y. Ah ben non. Donc connexion, cadrage, après troisième partie, du coup, est-ce que vous avez une idée ou pas? Une fois que j'ai cadré l'appel, qu'est-ce qui se passe? Non. Des idées? Il y a des problématiques, présenter l'offre? Non, pas encore. Pas loin des problématiques, ouais. Connaître le besoin du client. Ouais. Enfin, comprendre le besoin. Ouais. On y vient. Donc la troisième partie, c'est la partie questiologie. Posez les bonnes questions, comme disait Roman tout à l'heure. Sur la partie questiologie, 90% des gens ne creusent pas assez. Des fois, ça m'arrive de creuser pendant une demi-heure. Il faut creuser sur deux choses. La situation dans laquelle il est aujourd'hui, donc le point de départ en effet. Les émotions qui sont associées à sa situation initiale. Sa situation désirée. Et à chaque fois, donc creuser encore et encore. Et comprendre également les émotions associées à la situation désirée. Et quand je dis creuser, c'est pas où est-ce que tu en es aujourd'hui. Bah écoute, voilà, je fais 2000 € par mois, ça se passe à peu près bien, mais bon, j'ai envie de développer ma boîte, etc. Ok. C'est pas ça creuser, quoi. Il faut vraiment creuser en profondeur. Pourquoi tu veux développer ta boîte? Comment tu as commencé? Raconte-moi ton histoire. Ok. Et c'est quoi la raison profonde de pourquoi tu veux travailler? Est-ce que tu veux faire de l'argent? Mais pourquoi? Tu veux mettre ta mère à l'abri? D'accord, mais pourquoi? Pourquoi c'est important pour toi? Creuser. Parce qu'en creusant, vous allez positionner son énergie, son cerveau sur le pourquoi profond. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pourquoi. Oui. Il y aura toujours des pourquoi, mais jusqu'à que l'auto-évaluation se passe. Ouais. C'est important pour toi? À quel point? Oui, c'est ça. Par rapport à quoi? C'est là que tu peux même mettre un prix pour atteindre cet objectif, ça vaut combien? Ok, ça vaut tant? Bon, au final, le prix, et cohérent. il n'est pas... je suis discount en fait pour toi. Une fois que vous avez creusé sur la situation initiale, la situation désirée, qu'est-ce que vous faites, à votre avis? Et que vous avez bien sûr associé des émotions, etc. Présente la solution. Des questions aussi. Ouais. Pas encore. Pas encore. On présente la solution. Pas encore. Non. Le parcours, si tu veux, dans la connexion émotionnelle ou à tout début. Ah, je sais, tu résumes ce que la personne...
Ouais. Comment tu le fais? Ah, mais si je comprends bien. Aujourd'hui, ton problème, c'est... Ouais. En fait, il y a un truc, c'est que... Exactement. Moi, généralement, au tout début, je faisais des mind maps, des cartes mentales, à côté de mes appels, en visio. Et je notais tous les mots-clés que les gens me donnaient. Si, je sais pas moi, vous avez quelqu'un, profil très scientifique, utilisez le même vocabulaire que cette personne-là. Si c'est quelqu'un, effectivement, qui a un profil plus spirituel, utilisez le vocabulaire qu'elle a. C'est pareil, tout à l'heure, on disait au marketing, il faut partir de sa cible pour s'adapter à elle au niveau de votre langage. Donc c'est pareil sur vos appels de vente. Il faut se calquer sur la personne que vous avez en face de vous. Donc vous notez tous les vocabulaires et vous respectez surtout, et c'est votre capacité à analyser et comprendre la perception de votre prospect qui vous permettra de vendre. Parce que généralement, on se dit, ben, moi, je vois le monde comme ça, regarde, vois-le comme moi. Non, c'est à vous de vous adapter. Hein. C'est le prospect le voit comme ça, je comprends qu'il le voit comme ça, donc je sais comment lui amener les choses pour qu'il switch avec moi. Donc vous devez comprendre et respecter sa carte du monde, son vocabulaire et son niveau d'énergie. Et une fois que c'est fait, vous reformulez tout ce que vous venez de vous dire avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, putain, le mec, il m'a bien compris. Il m'a très 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 bien compris. Vous avez juste répété ce qu'il vous a dit. Hein. Mais vous avez tellement bien compris, bien écouté et respecté son langage, ses mots et son intonation, etc., qu'il va se sentir parfaitement compris. Alors que les autres ne l'auront pas fait. Une fois que vous avez reformulé, qu'est-ce que vous faites? Là, il se dit, ok, il a compris, vous avez compris sa situation, tout est clair pour vous, il est content, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est probablement pas ton point, mais un truc qui fonctionne très bien, moi, en call de closing, à cette étape-là, après les problématiques et tout ça, c'est mettre en avant une étude de cas. Dans, par exemple, un succès que j'ai pu avoir avec un client qui est dans la même thématique, je vais montrer le dashboard, je vais dire voilà les résultats qu'on peut avoir en utilisant cette méthodologie, machin. Okay. Et en général, ça connecte bien aussi. Ok, d'accord. Moi aussi, j'ai pu faire ça sur les accompagnements sportifs, mettre en avant les résultats d'une autre personne, le témoignage. Tout bête, mais dans... ça aide la personne à se dire ah oui, ok, je me projette. C'est ça. Dans ta niche, par exemple, si ta cliente, ça va être plus pour la perte de poids, tu vas pas lui parler de la prise de masse. Enfin, ça va pas du tout. Oui, voilà, non, c'est ça. Oui, mais parce qu'en amont, tu as suffisamment écouté ces problématiques pour savoir ce que tu vas mettre en avant dans le témoignage. En gros, vous essayez de la convaincre avec une étude de cas, quoi. Oui. Ok. Si ça marche, tant mieux. Moi, je suis pas fan d'essayer de convaincre les gens. Je suis plutôt dans la compréhension parfaite et lui donner exactement le véhicule qu'il souhaite. Et je pense que au départ, on fait ça quand on peut-être manque de confiance en ce qu'on peut proposer. Et du coup, on donne de la valeur, on donne des études de cas pour regarde, tu vois, tu peux me faire confiance. Sauf que si tu dégages tellement de confiance en toi quand tu parles, quand tu pitches ton offre et quand tu poses des questions, tu n'as pas besoin. Mais si ça marche, garde-le. Je sais pas de... C'est additionnel, hein. Tu peux quand même avoir confiance en toi, avoir super bien pitché ton offre. Et il y a certains qui ne pas aussi. C'est additionnel. Des personnes vous posent des questions aussi. Oui, vous avez voilà. Des personnes, ça a été quoi le résultat? Donc là, tu vas le mettre en avant aussi. Je suis plutôt raccord avec ça. Si la personne... moi, je m'en suis jamais servi. Si, encore une fois, ça marche pour vous, gardez-le. Et si ça vous met à l'aise, gardez-le aussi. Encore une fois, c'est comme je vous dis, il y a la structure. Et après, si vous voulez ajouter des choses en plus qui vous mettent à l'aise, parce que c'est votre méthodologie de vente, faites-le. Mais c'est vrai que généralement, les seules fois où j'ai sorti des études de cas, c'est quand la personne s'est souvent fait arnaquer en ligne et a besoin d'avoir une étude de cas concret pour la rassurer. Et du coup, je mets ça en avant. Ouais. D'autres questions ou pas? Si par exemple, tu te rends compte que pendant l'appel, tu vois, tu n'as pas assez creusé. Est-ce que tu fais... moi, en fait, je pense à ça parce qu'en gros, j'ai fait du porte-à-porte. Et en fait, quand je voyais que ça passait pas au niveau du prix, en fait, je repartais directement sur l'icebreaker pour apaiser le truc et repartir après derrière. Est-ce que pendant l'appel, tu fais la même chose ou pas? Il faut que tu creuses beaucoup plus et que tu poses les bonnes questions. Et petit à petit, tu en as fait beaucoup du porte-à-porte et des rendez-vous de vente? 6 mois, ouais. Ok. Et donc on te dit quoi? Que le prix est trop cher?
Non, ouais, c'était soit le prix était trop cher, soit c'était l'abonnement. Bon, on va y venir sur le traitement des objections. Ça va répondre à ta question, je pense. Okay. Donc, questiologie, c'est clair pour tout le monde. Donc, on reformule. Et après, moi, ce que je fais très généralement, c'est que j'engage le prospect. Ce qui nous évite de pitcher une offre pendant une demi-heure, alors que le prospect, en fait, il n'a pas du tout envie de s'engager avec vous. Il y a, sur 90 prospects des gens qui prennent rendez-vous avec vous, il y a peut-être 10% qui sont là pour de la curiosité et qui ne sont pas prêts à partir avec vous. Rien ne vous empêche d'ajouter dans votre partie, dans vos speeches de vente, un côté d'engagement, avant même de parler de l'offre. Engager le prospect sur « Ok, bon, bah, écoute, concrètement, j'ai compris parfaitement ta situation, on a reformulé tout ça ensemble, etc. Maintenant, moi, j'ai besoin de savoir si aujourd'hui, tu as envie d'avancer de telle manière. Si aujourd'hui, je te propose une offre et de ton côté, tu me dis « Écoute, franchement, c'est une offre en or, est-ce qu'on avance potentiellement ensemble ou pas ?» J'ai juste besoin de savoir ça. Parce que ni toi ni moi, on va perdre du temps ensemble à te parler d'une offre, etc. si aujourd'hui, tu n'es pas du tout prêt à avancer, quoi. Et si à partir de là, je te dis ouais, mais ça va dépendre du prix. Bah, si tu te cherches un prix, je ne suis pas ton homme. Ah ouais. T'as dit quoi ? Si tu cherches juste un prix, je ne suis pas la personne avec qui tu dois travailler. Okay. Tu cherches quoi ? Résoudre ton problème ou juste un prix ? Voilà. Si tu cherches un prix, tu vas sur YouTube, il y a des gens qui font du contenu pour courir. Voilà, c'est gratuit. Putain, mais du coup, si tu cherches un prix, pourquoi tu es là sur l'appel du coup ? Tu renverses la tendance. Ben, je suis là parce que tu m'inspires. Ah, d'accord, ok. Est-ce que pour toi, il faut rendre forcément indispensable ton offre, quitte à, pas dire dénigrer, mais dire, ouais, en gros, sans moi, c'est impossible que tu y arrives, etc. Tout dépend de ta façon de vendre. Mais moi, je cracherai jamais sur les confrères, je comparerai jamais mon offre et je te dirai jamais mon offre est indispensable parce qu'encore une fois, j'essaie de te convaincre. Et d'ailleurs, j'ai un de mes mentors qui m'a dit, tu sais quoi, convaincre, quand tu cherches à convaincre, t'es con et tu cherches à vaincre quelqu'un. Du coup, j'ai arrêté de convaincre. Il n'y a pas longtemps, j'avais assisté à une masterclass et le mec me demandait de la formation SEO. Ouais. Du coup, moi, je suis allé voir par curiosité, etc. Il a dit, son titre, c'était oui, faites plus de 1000 vues par jour sur votre site grâce à ma méthode, machin. Du coup, je suis allé voir. Il expliquait globalement ses case studies, etc. Et à la fin, il donne son prix. Tu sais comment ça fonctionne, les webinaire ou masterclass? Ouais, une masterclass. Ouais, okay. Tu sais, les trucs des aimants. Oui. C'est un format différent. Ouais. Ouais, voilà. Et je crois à la formation, je peux être à 1005, un truc comme ça. Et du coup, moi j'ai posé la question, je dis, est-ce que tu penses qu'on peut atteindre les choses dont tu parles par ce que tu nous as montré, parce qu'il a donné quand même de la valeur, genre j'ai fait ça, ouais. Il faut faire la même chose, ou il faut forcément, genre si on prend pas la formation, ça va être mission impossible. Dire ah ouais, ça va être super compliqué pour toi d'apprendre ça en solo, il va falloir au moins 1 an et demi, 2 ans et tout. Moi j'étais là en mode ouais, bon. Genre ça m'a pas du tout encouragé. Ouais, ça veut dire que sa masterclass elle est à revoir complet parce qu'il t'a pas convaincu. Ouais. Voilà. Bon, dans tous les cas, je n'allais pas prendre. Oui. Mais voilà. Ça veut dire qu'il t'a pas convaincu. Ouais. Il faut que tu sois, on l'a vu hier, il faut que tu sois certain. Ouais. T'augmentes la certitude de réussite du client. Ouais, moi c'est trop fort là, ça c'est de la merde, faut forcément que tu passes par moi. Un exemple, hier on discutait avec Nicolas. Moi ouais, voilà, super. Okay. J'ai du mal avec les prénoms, donc c'est un effort. Voilà. Tu vois, typiquement, tu me demandais hier pour peut-être potentiellement faire un master, mais qui te forme dans la vente vraiment à un niveau bac plus simple. Ouais. Il faut être réaliste aujourd'hui, et puis j'y suis à l'université, je connais les confrères de labo. Je n'ai pas critiqué, c'est des gens excellents dans leur discipline, mais il n'y a pas de formation à l'université. Tu viens au brunch ou en école de commerce, oui. Même les masters d'ingénierie. Oui. Voilà. Donc, tu vois, après, tu fais ce que tu veux. Tu viens au brunch midi 6 aussi 7. Ouais. Tu viens au brunch midi Tu viens 8 9 Tu viens au brunch midi 10
11. Ouais, aussi. Et c'est mon endroit d'hier? Oui. Non, hier soir, pas hier midi, mais j'enverrai l'adresse. Ok, ça marche. 12. Tu viens au brunch midi? 13. C'est une formation dans laquelle il y a un accompagnement. Tu viens manger avec nous, passe midi? 15. Peut-être sur 6 mois, mais qui va cibler des compétences particulières. Tu viens manger avec nous, passe midi? Oui, on reçoit quelque chose. 18. Mais vous venez manger? Après. 19. Tu viens manger ce midi? C'est comme hier? Pas hier midi, hier soir. Ah, c'est au même endroit? Ok, oui. 21. Ok. Mais du coup, pardon. Donc tu vois, c'est venir comparer l'échelle, dans le sens, l'échelle de temps, parce que tu vois, je fais ça pour un truc simple. Un master, c'est 2 ans. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit franchement, tu peux réussir tout seul, et moi, je vais te faire gagner énormément de temps. C'est ce que je te dis. Tu vois, à la limite, le discours aurait été plus honnête ou plus compréhensible et cohérent si on t'avait dit, écoute, alors, évidemment, je vais pas dire que tu peux pas, parce que je n'ai pas à juger si tu es plus con qu'un autre, donc tu peux. Mais par contre, c'est vrai que quelqu'un qui se lance tout seul, approximativement, ça va prendre tant de temps. À travers ce que moi je te propose dans le SEO, c'est comme ça, voilà. Ben, du coup, en temps de temps, voilà, ce qui te fait économiser tant de temps. Et ce temps-là, c'est du temps que tu pourrais encaisser, quoi. Donc après, c'est à toi de gérer ton risque. Je trouve ça, c'est un bon argument, tu vois. Après, pour rebondir ce que tu disais par rapport aux formations, etc., vous proposez un type d'accompagnement, d'autres ils proposent un autre type, etc. Mais je ne sais pas trop comment articuler ma pensée, mais moi j'ai l'impression que pour être un bon vendeur, un bon commerçant, ça va dépendre, comme tu disais, de ta personnalité, etc. De comment toi tu te... Si t'es introverti, extraverti, pas du tout. etc. Pas du tout. Je sais pas. Alors, j'ai retrouvé le prénom. C'est Pierre Nicolas. Ouais, ok. Qui était sur Simplify. Je n'ai jamais vu. Et heureusement que la visio n'a pas été enregistrée, je pense qu'elle aurait été censurée. Tellement il m'a énervé et je lui en ai mis plein la gueule parce que c'était pas possible. Il voulait son offre, c'était un truc à 50 € sur 3 mois, à hauteur de 10 appels. Ok, bon. Et on discute de valoriser le prix, etc. Je vois, il me dit ok, ouais, je vais passer à 150. Le mec, il est comme ça. Et tu le vois, bon, c'est pas méchant, mais c'est le standard du petit écolier, où tu le vois dans la rue, tu te dis bon bah, il va pas faire mal à une mouche, quoi. Plus introverti que ça, tu meurs. Bah écoute, à la fin de l'appel, il avait un rendez-vous, le rendez-vous il s'est passé, il a signé en 2005. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend. Tu l'as pas rendu extraverti, c'est juste que tu lui as permis de... Mais ce que je veux dire, c'est que la personnalité, vous avez tous et toutes des personnalités complètement différentes, mais c'est pas un critère de... faut jouer avec. Tu vois, c'est pas un critère qui fait que tu vas closer, tu vas signer ou pas. Oui, tu vois, je pense à Nolan. C'est pas ce que je voulais dire. Tu vois, Nolan, je suis sûr qu'avec une bonne méthodologie, sur son projet, putain, demain, tu vas en mordre, quoi. Tu vois ce que je veux dire, donc, et pourtant, on pourrait dire il a peut-être pas la personnalité la plus adéquate pour aller défendre ce type de projet auprès d'un. C'est même pas le fait d'avoir une personnalité adéquate, mais ce que je me disais, c'est que selon comment toi tu es, peut-être un accompagnement va plus te parler qu'un autre, parce que du coup, on est forcément influencé, entre guillemets, par la personne qui nous apprend. C'est ça que je veux te dire. Si par exemple, on apprend avec quelqu'un comme Enzo, qui a la méthodologie un peu caméléon, on s'adapte, etc., ça va influer sur toi différemment que si on apprend via quelqu'un qui se comporte comme Jordan Belfort ou des choses comme ça, genre super agressif, etc., sur la méthode de vente. C'est ça que je veux dire, et je me dis comment on peut savoir ce qui nous correspond le mieux, quoi. On expérimente. Ouais. Pas le choix. Tu testes. Ouais. J'ai une question au niveau justement au niveau de l'appel de vente. Quand on a booké le rendez-vous avec... Pardon, j'arrive 2 secondes. Ouais. Donc par exemple, on a booké le rendez-vous avec la cliente ou le client. Ouais. Est-ce que au moment d'échange, est-ce que, bien sûr, cadrer l'appel, on va dire, voilà, on attend de... Voilà, vous avez ton devant vous, mais est-ce que c'est conseillé de donner juste un petit peu, par exemple, un petit conseil
rapide, à lui faire un peu voir un avant-goût en fait. Sur un appel de vente, non. D'accord. Pas de conseil sur un appel de vente. D'accord. Avant, oui, sous forme d'e-book, ça dépend encore une fois de ton système d'acquisition. Typiquement, nous aujourd'hui, c'est un événement, on vous apporte des choses. Des masterclass, on vous apporte des conseils. Donc tout va dépendre de ça, mais sur un appel de vente, jamais de conseil. Non, parce que mes clients, en fait, ils me contactent via le formulaire de mon site internet, donc je ne suis pas sur des masterclass ou quoi que ce soit, donc ils viennent demander un rendez-vous et moi je crois, en fait, voilà. Le rendez-vous est payant? Comment? Le rendez-vous est payant? Non, le rendez-vous n'est pas payant en fait. C'est un appel téléphonique. Hein. Je ne me déplace pas, mais ce sera soit en visio, soit en appel. Et en fait, voilà. Là, du coup, pourquoi tu veux leur donner des conseils du coup? Non, parce que des fois, tu vois, c'est pour un peu lui donner juste un aperçu, mais je ne veux pas en dire trop. Mais par exemple, elle me dit oui, je ne sais pas trop, par exemple, comment je vais faire avec les cheveux. Et là, tu vois, on le verra ensemble, ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner par rapport à ça. Mais si tu leur donnes déjà des choses gratuitement sur un appel de vente, d'accord. Et là, si je la sens un peu hésitante, est-ce que je vais la laisser la réfléchir? Je vais lui dire, bon, je vous laisse réfléchir de votre côté, je vais venir vers moi ou c'est comment? Réfléchir, c'est une fausse objection. D'accord. On n'a pas de réflexion. Si tu dois réfléchir, c'est que soit tu te poses des questions, auquel cas il faut que tu me poses des questions maintenant et je vais y répondre. Oui. Et généralement, tu verras, c'est je dois y réfléchir parce que financièrement, donc c'est l'objection du prix, ou je dois y réfléchir parce que ça veut dire qu'elle n'est pas convaincue de ton offre. Et ça veut dire que toi, au niveau de ton speech de vente et de tout ce que tu as fait au départ, tu n'as pas été forte. D'accord. Voilà. Et tu ne l'as pas convaincue. Elle n'est pas certaine que c'est la meilleure offre pour répondre à sa problématique. D'accord. Voilà. Mais je ne vais pas la laisser partir comme ça et lui dire je vous rappellerai. Non. De toute façon, je ne rappelle pas, mais quand je la sens comme ça. Non, voilà. non. On va le voir sur le traitement des objections, ça aussi. D'autres questions ou pas? Moi j'en ai une. Ouais. Est-ce que c'est indispensable ou non de demander au prospect ses précédentes méthodes pour faire le lien entre son ancienne croyance et la nouvelle croyance qu'on essaye? Ouais, tout à fait. Il y a des fois, tu vois, par exemple en B2B, moi je demandais typiquement qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on puisse travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà, effectivement, vous achetez déjà quelque chose chez un de mes confrères. Bon, qu'est-ce qui ferait qu'on puisse travailler ensemble? Le mec, ça va te dire. S'il t'a accordé un rendez-vous, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui peut faire qu'il travaille avec toi. Ben là, il va te servir exactement sur un plateau d'argent ce qu'il veut. Après, à toi de voir si tu lui apportes ou pas. Et ça te permet aussi de comprendre qu'est-ce qu'il avait à l'époque, qu'est-ce qu'il a comme méthode aujourd'hui, et qu'est-ce qui ferait la différence avec toi. Et pourquoi il t'achèterait. Donc, on a eu la partie engagement, et donc là, après, vous allez effectivement présenter votre offre. Sur la présentation de votre offre, comment vous présentez votre offre aujourd'hui? Nous, on fonctionne des questions qu'on aura posées avant. Ouais. Sur mesure à 35-60 et donc on s'adapte avec ce qu'il y a. Donc tu crées l'offre finalement sur le moment? Ouais, sur le moment, et même pendant le rendez-vous, on rebondit dessus. Ok, alors c'est quoi pour toi? En fait, on apporte vraiment une solution sur mesure et nous, on propose à ce moment-là, nous, on pense que c'est ça qui est le mieux pour toi, c'est ça qui est le mieux pour toi, cette ambiance et tout faire. Donc, ok. Moi, je rentre dans le vif du sujet, mais avec tout ce qu'on a vu là ce week-end, je pense que peut-être que je rentre un peu trop dedans. Trop vite. Comme tu disais, genre oui, du coup, on va mettre des backlinks, on va faire ci, on va faire ça, etc. Ouais. Tu te justifies peut-être. Ouais, en fait, je sais. Non, je pense pas que je me justifie en mode s'il vous plaît, payez-moi parce que je fais tout ça. Mais c'est plus. Non, mais après, il y a ce qu'on appelle les. Ouais, mais il y a les appels de closing thérapeutiques qui servent à rien pour l'un comme pour l'autre, où toi, tu vas énumérer en fait toute ta technique pour avoir confiance en toi et te rassurer que tu peux le faire parce que tu doutes peut-être un peu que tu tâtonnes. Et de l'autre côté, l'appel thérapeutique de quelqu'un qui a pris ce col-là parce que c'est un truc qui compte pour lui, mais il a peut-être pas encore les burnes de 6 mètres, je pense à toi, tu vois, pour qui sait que c'est important, mais bon, je me rassure en fait plus d'avoir pris un appel pour me dire c'est bon, j'avance sur le truc plutôt que j'ai envie d'y aller complètement, tu vois. Combien de fois on choisit ça? De quoi? Tu veux ma nouvelle offre? Ouais. Tu n'aurais plus le suivi de chantier. J'ai pas entendu. Le suivi de chantier. Ouais. Parce que c'est ce qui prend du temps. Ouais.
tu ne gagnes pas forcément beaucoup d'argent. Et en plus de ça, il te faut une décennale, c'est une assurance qui coûte 3 5 4 000 par an. Écoute, moi l'idée ce serait de faire un forfait de la conception jusqu'à toute l'administratif à déposer, tout ça à la mairie, le dossier de plan, etc. pour les artisans. Plus leur décennale à eux qui est pris en compte de leur assurance. Ça en gros c'est mon truc. Après je vais voir avec Abigail pour la nage, tu sais, ce que je peux proposer. L'idée c'est que je voudrais prospecter même des gens qui sont, je veux dire, à Paris ou n'importe où. Et comment justifier mon offre sans le suivi du chantier plus intéressant que d'autres. Financièrement, soit ce serait égal, soit ce serait plus cher, mieux, soit moins cher. Je pense que ce serait égal, ou plus cher, c'est le truc. Mais comment leur justifier malgré le fait qu'il n'y ait pas de suivi de chantier, mon offre est plus intéressante. Il faut que tu comprennes ta cible, qu'est-ce qu'elle veut exactement, et tu lui apportes exactement ce qu'elle veut. En améliorant le mécanisme de ton offre par rapport à tes confrères. Voilà. C'est-à-dire que il faut que tu aies une clarté sur ce qu'ils proposent eux, sur ce que tu proposes toi, et si tu n'as pas le suivi de chantier, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils travaillent avec toi quand même. Voilà. Et après, tu dois leur expliquer que le suivi de chantier, en fait, c'est pas si important que ça, tu vois. C'est ce que je veux dire ? C'est un artisan qui va faire voilà. Voilà. Et autre chose, j'aimerais potentiellement voir avec une appli de scan, des applications de scan, tu sais, pour scanner les bâtiments ou tout ça, pour faire un partenariat ou quoi. Tout à l'heure, ils m'ont donné l'idée de faire un lien d'affiliation. Oui. Moi, ce serait pour voir avec eux, parce qu'elles sont payantes, ou en fait, moi, les clients l'utiliseraient de manière gratuite par rapport à mon abonnement à moi. Lien d'affiliation, non. Par contre, comment exploiter ton réseau et mettre ton réseau en marche pour toi, oui. Et ça, je t'expliquerai comment le faire. Je peux sous-traiter, si ça va je peux sous-traiter quelqu'un pour les faire les maîtriser, tu sais. Les maîtriser, c'est les mesures. S'ils n'ont pas les plans. Le système d'affiliation dont tu parles avec des liens, etc., ça marche sur de la masse. Sur ton cas présent, il vaut mieux que tu appelles les clients individuellement. Ou dans ta marge de négociation, typiquement, tu vois, j'ai des clients à l'époque, ils ne pouvaient pas effectivement payer ou ils grattaient, je sais pas moi, 5 points sur la vente. On leur disait, écoutez, ok, on est ok que là vous voulez vous arrêter à ce prix-là, donc ça veut dire qu'on baisse de 5%, c'est ça ? Ouais, nous on peut pas aller au-dessus, ok. Écoutez, on avance comme ça. Par contre, moi, en échange, je vous demande que vous me mettiez une palette de chantier sur votre maison pendant 6 mois. Ce qui me permet en moyenne d'avoir 2 ou 3 plus. Et d'en parler autour de vous. Voilà. Si je veux quelqu'un, je prends l'exemple de Paris, parce que c'est ils n'ont pas les plans. Ouais. Ils n'ont pas les plans. Parce que c'est intéressant de sous-traiter quelqu'un et les faire. Je pense qu'il va falloir que tu affines ta cible, que tu en choisisses une, que tu crées un mécanisme qui répond parfaitement à ça et que tu te focuses là-dessus. Parce que sinon tu vas partir dans tous les sens pour répondre à tout le monde. C'est bien au début pour avoir de la flexibilité, mais il y a un moment donné où tu vas devoir te cadrer. De toute façon, je vais cadrer moi Il faut que tu cadres sur le secteur géographique, très bien, et après sur les projets et la façon dont tu accompagnes tes clients. Ça c'est pas maintenant, je sais que tu as des projets, ça peut arriver très vite. Oui. Ils vont dépasser les 500 000. Là par contre, j'ai intérêt à me déplacer. Les frais entre dans ça, il n'y aura pas de souci. Les frais de déplacement, c'est pas. Mais c'était là surtout sur le projet, tu sais, par rapport au pack que je propose. Si j'ai un appel de Paris, comme ça, quand ceux qui vont sur Amazon cliquent ou ont le même niveau de prestige sur les réseaux, on a du travail, ça nous intéresse. En fait, ils te retrouvent directement sur Amazon. Et c'est là que mais vous avez le plan, vous nous envoyez, vous les photos. Je me dis, j'ai pas les plans. Le projet est tellement intéressant. Est-ce qu'on peut trouver les plans? Est-ce qu'on peut les avoir? Moi, si j'appelle la mairie, je pense que ouais. Une maison, c'est un peu plus simple. Si c'est un bâtiment, les archives, quand ils ont fait des compteurs, ils ont fait des plans. Si, non, si c'est un gros contrat, t'envoies quelqu'un. Oui, si ça vaut le coup, oui, bien sûr. Il faut qu'on accélère.
pas demande SEO, je vais pas lui demander de ma qu'on accélère. Hein, voilà, mais non, mais c'est ça. Donc, mais tu vois, c'est important. C'est important d'arriver à une marge, de jauger cette marge, et c'est à toi de positionner ton curseur. Présentation de l'offre, c'est bon. Est-ce que... Quoi? Il est quelle heure? 44. Il manque le traitement des objections. Ah, bah... Ouais. Clair pour vous sur la présentation d'offre ou pas? Hein? Quand on termine... Ouais, sur le traitement des objections. La présentation d'offre, bah, tu présentes ton offre et ton mécanisme unique pour effectivement convaincre ton client et que tu lui expliques exactement comment tu peux du coup répondre et l'amener en fait entre sa situation dans laquelle il est aujourd'hui et la situation qu'il désire avoir avec ton mécanisme unique. Donc ça, c'est à voir en fonction de ton offre. Et après, tu valides à chaque étape. Et ce qui est important, c'est de ne pas faire un monologue quand tu présentes ton offre. Parce que généralement, on pitch, mais on n'engage pas le prospect. L'offre, ça doit rester une discussion. Ça veut dire, par exemple, je présente la première étape et je peux Ouais. dire... Est-ce que c'est clair pour toi, ça? Ouais, nickel, super. Tu as des questions? Ouais. Ça a du sens pour toi? Oui. Comme ça, le mec, depuis le début, il te dit que ça a du sens pour lui, ce que tu lui proposes. Il ne peut pas te dire à la fin qu'il n'est pas convaincu et que ça ne sert à rien pour lui. Donc, en fait, moi, par exemple, au lieu de détailler, sur-détailler, il faudrait que je reprenne ce que tu nous as montré hier, produit packaging, Oui. et que je lui dise, bah là, du coup, on va Il faut que tu construises vraiment une offre solide. Ouais, on va commencer par l'audit. Une fois qu'on a fait les audits de ton activité, on a compris le problème, etc. On va mettre en place ça, etc. Tu dois être convaincu de ce que tu apportes. Okay. Si ton offre, tu la regardes, tu dis putain, elle est sexy et vraiment ils ont besoin de ça pour avancer, tu vas la vendre. Il faut que tu sois convaincu. Si tu regardes ton offre et tu dis ouais, c'est mort. Il faut que tu sois convaincu de ce que tu apportes. Excusez-moi, pour terminer sur la présentation de la vente, vous êtes avec moi? C'est bon? Oui. Pour terminer par rapport à ça sur l'offre, du coup, vous présentez l'offre de manière orientée en fonction de ce que le prospect vous a dit. Si le prospect vous a dit qu'il avait besoin de X, Y, Z, vous ne cantonnez pas à votre pitch de vente. Il faut que vous orientez en fonction de ce qu'il veut lui. Et pareil, sur les bénéfices de votre offre, il faut aussi les orienter. Par exemple, il y a des gens qui kiffent les immersions et qui kiffent le présentiel. Il y en a qui vont plutôt être attentifs sur le programme et de tout ce qu'on a détaillé. Ben, je ne vais pas parler des immersions, c'est pas ce que je vais mettre en avant. Je vais plutôt mettre en avant dans le mécanisme de l'offre ce qui lui fait écho à lui, à savoir le programme. Si c'est les immersions, je vais mettre en avant la proximité. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre exactement ce que veut le prospect, pour orienter la présentation de votre offre. Et comme je disais juste ici, la présentation de votre offre, ce n'est pas un monologue. Il n'y a rien de pire que d'écouter quelqu'un pitcher son offre, on s'endort au bout d'un moment. Il faut que ça soit une discussion. C'est clair pour toi? Ouais, super. T'as des questions? Non? Ok. Ça a du sens pour toi? Ça, c'est hyper puissant parce que le mec te dit, la personne, ton prospect te dit, oui, ça a du sens pour moi à chaque étape. Ça veut dire qu'il ne pourra pas te dire, à la fin, ça n'a pas de sens pour moi, non, mais elle ne me plaît pas ton offre. Parce qu'il t'a dit oui depuis le début. Et ça habitue aussi son cerveau à te dire oui, pour qu'il signe à la fin. Vous avez présenté votre offre, il est content. Vous lui annoncez le prix et non pas ça coûte cher comme on a vu hier, hein, c'est un investissement, vous annoncez, vous êtes à l'aise avec votre prix et après on arrive sur le traitement des objections. Comme je disais, j'embraye un peu pour qu'on aille au resto, il y a 2 objections valables, la prise de décision, c'est pas moi qui prends la décision donc forcément là vous devez recaler un call, mais généralement cette décision-là, enfin cette objection-là, vous devez l'anticiper avant le call ou au tout début du call. Comme ça, moi, vous êtes tranquille. Et la seule objection valable, c'est je n'ai pas d'argent, quoi. Enfin, voilà, si le mec il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. C'est la seule vraie objection. Donc comment vous faites pour traiter une objection? Aujourd'hui, comment vous faites pour traiter l'objection? Je vous dis, je sais pas moi, c'est trop cher. Qu'est-ce que vous me dites? Déjà, cher par rapport à quoi? Je te présentais mon offre. Non, je répondrai cher par rapport à quoi? Ok, cher par rapport à quoi? Très bien. Ensuite, alors je te dis, je sais pas, tu vois, par rapport au marché, j'ai eu 2 de tes confrères au téléphone et c'est vrai que tu es vachement plus cher que tes concurrents. Okay. Donc c'est vrai que j'ai besoin d'y réfléchir, quoi. D'accord. Par rapport à ce que je t'ai dit. Tu accueilles déjà que je vais te répondre. Je finis avec... Je te répondrai par rapport à ce que je t'ai présenté. Quels sont les points sur lesquels tu peux enlever
en termes de presta, pour que je puisse m'adapter à ton budget? Non. Je vais te dire pourquoi. Je te vends un Range Rover. Ok. T'as pas le budget. C'est trop cher pour toi. Je te dis, écoute, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir t'accompagner. Par contre, je vais t'enlever les jantes. Je vais t'enlever le logo Range Rover. Je vais te mettre un Citroën à la place. Les sièges ne seront pas en cuir. Ce sera des sièges de Twingo. T'as envie de l'acheter? Non. Voilà. Après, je peux aussi dire, ouais, mais il va falloir, si vous enlevez quelques options, il sera peut-être dans votre budget. C'est souvent ce qu'ils disent, en plus les... Ouais, mais non, c'est pas le réflexe que vous devez avoir au tout début. Non, oui, je fais pas ça au tout début, par contre, effectivement, tu as raison. Alors, qu'est-ce que tu ferais au tout début? Donc, on remet le contexte, tu m'as dit cher par rapport à quoi? Ouais, je t'ai dit, j'ai eu des... C'est moi qui dis cher par rapport à quoi? Je revalorise mon offre. Tu l'as valorisé ton offre, tu l'as bien présenté. J'avais vu une objection que j'ai jamais encore essayée, et qui disait, ouais, bah, si j'étais au même prix que tel ou tel concurrent, qui vous prendriez, et qu'en général la personne elle te répond bah, je travaillerai avec toi. Ouais. Que ça lui enlève le biais de se dire... bah là tu te compares à tes confrères. Hein. Okay. Et tu peux pas te comparer. Donc, comment faire pour traiter une objection? C'est 4 étapes très simples. La première étape pour traiter une objection, c'est accepter et embrasser l'objection. La première étape. Je comprends parfaitement que ça représente un investissement important. Je suis OK avec ça. Je ne me mets pas en conflit, parce que le traitement de l'objection, généralement, c'est « Putain, on va rentrer en conflit, ça va être chaud, là, on va se confronter. » Non, non, on est ensemble. Je comprends parfaitement que ça soit un investissement et que c'est cher. Je comprends. C'est une réalité. Je suis avec toi. Déjà, je ne me mets pas en face de la personne, je me mets avec elle, je l'accompagne. Oui. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça revient un peu à ce que tu disais, c'est comprendre l'objection en profondeur. Comme ça, quand tu as compris de quoi il s'agit vraiment, tu peux la traiter. Mais avant de la traiter, il faut l'isoler. Donc, accepter, embrasser l'objection, première étape. Deuxième étape, comprendre l'objection. Quand tu dis effectivement, ça représente un investissement important, je comprends tout à fait, c'est normal. Mais c'est quoi exactement pour toi le problème? Quand tu dis, j'ai besoin de comprendre, c'est cher par rapport à quoi? Tu creuses pour comprendre véritablement qu'est-ce qui se cache derrière cette objection. Est-ce que c'est, bah écoute, moi mon offre, enfin ton offre elle est vraiment canon, mais aujourd'hui j'ai pas le portefeuille pour. Mais quand je te dis j'ai pas le portefeuille pour, c'est que j'ai 200 € sur mon compte, donc c'est impossible que je t'achète. Ou c'est, c'est cher parce que je m'attendais pas à ça, et du coup c'est vrai qu'il faut que j'y réfléchisse. Donc là, il y a besoin d'être rassuré, où tu trouves un véhicule monétaire pour l'accompagner. Et tu vas pouvoir la traiter. Mais avant de la traiter, ce que personne quasiment fait, c'est isoler l'objection. Mais c'est-à-dire véhicule monétaire? Proposer une solution de financement. Oui. Ah, en plusieurs fois, oui, voilà. Pas, tu peux ouais. Pourquoi c'est pas possible? Parce que par exemple, moi mon accompagnement il est déjà mensualisé, donc ouais. Je peux faire quoi de plus? Il n'y a pas d'argent, réalité financière. Voilà. Donc, isoler l'objection, et c'est ça surtout sur lequel vous devez mettre de la valeur, c'est hormis l'aspect financier, est-ce qu'il y a autre chose qui te bloque pour qu'on avance ensemble? 100%, 99% des gens vous diront non. Ça veut dire que vous venez verrouiller et supprimer toutes les autres objections possibles. Le mec vous a dit, le prospect vous a dit, en gros, j'avance avec toi si on trouve un terrain d'entente financier. Il ne pourra pas, parce que si vous traitez tout de suite l'objection, vous allez trouver un terrain d'entente et après il va dire bah écoute, merci d'avoir essayé de trouver une solution, je vais quand même y réfléchir parce que j'ai besoin de temps. Putain, merde, chier. Alors que si tu as isolé l'objection, tu lui as juste dit, hormis l'aspect financier, est-ce qu'on est OK déjà? On oublie le côté financier. Est-ce qu'on peut avancer ensemble ou pas? Est-ce que toi, tu en as envie? Ah ben ouais. OK. Donc si on trouve un terrain d'entente financier, on avance ensemble? Oui. Il ne te reste plus qu'à traiter l'objection. Et à partir de ce moment-là, tu peux traiter l'objection. Et quand tu la traites, il te suffit de trouver effectivement un terrain d'entente financier. Soit des mensualités, soit une solution de financement que vous avez par le biais de partenaires, j'en sais rien, mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou pas? Si le prospect n'a pas d'argent, je lâche l'affaire, quoi. Mais il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent, oui. Il va pas... Voilà. Je ne vais pas proposer 1000 fois paiement, 1000 fois... Non. Jamais de... Non. Ah bah non. Cadeau, entre guillemets. Pourquoi? Non, mais je sais pas, je pose la question. Bon.
T'achètes un t-shirt 1000 €. Je te file un t-shirt. C'est gratuit. T'en prends soin. Autant soin qu'un t-shirt t'as payé 1000 balles. Non. Bah voilà. Il ne mettra pas de valeur sur ton offre. Et puis en plus, c'est une entreprise. Tu vas pas travailler pour que dalle, quoi. Non, c'est pas pour que dalle, mais je peux me poser la... Non. Par contre, je peux revenir sur les cadeaux. Ouais. Alors, j'ai jamais fait de cadeau en début de contrat. Mais par contre, après plusieurs mois de collaboration, tu peux faire. Moi, c'est ce que je fais. J'offre 2-3 trucs, quoi. Ça, le geste commercial. Oui, pour fidéliser ton client, oui. Pour fidéliser. En fait, j'ai déjà, par exemple, proposé d'offrir les frais de service. Tu vois, par exemple, au début de... Comment vous traitez les autres? Vous les traitez comme ça, les objections, vous, de votre côté? Ouais. C'est pas toujours efficace. Par contre, moi, ton prénom. C'est toi qui parlais d'enlever des cases à ton offre? Oui. Tu n'étais pas trop d'accord. C'est de la base. Enfin, moi, je trouve que c'est la base de la négociation. Je touche pas à ma marge. Ma presta telle que je te l'ai présentée, je touche pas à ma marge. Par contre, si tu veux pas un accompagnement global, on enlève ça. Et là, oui, là c'est à ton prix. Moi, ça me prend 2 heures. On est dans les tarifs. Le problème, c'est que tu lui as dit que le meilleur véhicule pour lui, c'était ça. Oui, mais s'il n'y a pas le budget, et moi j'ai quand même envie de prendre sa thune. Tout dépend. À quel niveau tu en es au niveau du business. Si tu en es au début, ce que je disais hier, gardez de la flexibilité. Et oui, prenez le contrat, prenez le cash. Ouais. Maintenant, si vous voulez scaler votre boîte, il va falloir commencer à être sélectif et vous dire, bon, là, nous, on veut vendre ça, c'est ça notre offre, et point barre. À partir du moment où tu fais déjà des, je sais pas, 3, 5, 10 000 € par mois, tu fais plus du tout ça. Non. Toi, éventuellement, vachement sur les prestats, tu vois. Oui. Comme on vend des tunnels de vente, si on met en place une stratégie d'acquisition en organique qui fonctionne bien, oui. on a des beaux taux de conversion, oui. Forcément ils vont vouloir scaler en ads. Oui. Et du coup, hop, on upsell. Donc en fait, la stratégie d'acquisition, on va pas la vendre très cher. Et puis quand on va leur apporter des résultats de façon prédictible, il va vouloir aller forcément plus loin avec nous, puisque c'est nous les partenaires au début. Oui. En fait, au départ d'une boîte, je suis d'accord. Ouais, sur le long terme, mais si tu peux commencer, si tu peux pas. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, les clients qui ont du mal au début à payer, qui n'ont pas beaucoup de budget, ce sont les clients les plus chiants? Oui, ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça dépend. On a une solution qui rentre aussi dans la scalabilité de notre boîte. C'est que c'est pas forcément des gens aussi qui. Il y en a, ils ont les moyens, mais ils n'ont pas envie de s'y mettre, c'est qu'on prend au pourcentage. Ouais, voilà, quand ils ont pas les moyens, par contre, on sent alors que si on sent le potentiel, bien entendu. Ouais. Mais quand on sent le potentiel, comment tu mesures le potentiel? Ça dépend de ça. L'expérience, finalement. L'audience. L'expérience, s'il a de l'organique, s'il y a... Ouais, voilà. Donc sur votre cœur de métier, ça va, il faut garder de la flexibilité. Ouais, voilà. Mais quand vous voulez vraiment scaler votre boîte, il faut être ferme, quoi. Ouais. Votre cible, c'est ça, elle paye tant. Ouais, j'imagine. Mais après, je comprends ce que tu veux expliquer. Mais au départ, oui. Je pense que c'est applicable pour tous ceux qui sont là, la majorité sera applicable pour eux. Ouais, je pense aussi. Bueno, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Claire pour le traitement des objections, du coup? Dernière chose, et vous perdez 20% de votre thune à cause de ça, je t'envoie le contrat, tu me le renverras dans la soirée par mail. Surtout pas. Surtout pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y en a qui font cette erreur? Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Excuse-moi. Quand tu effectivement t'envoies par mail ton contrat et t'attends qu'il te le renvoie par mail dans la soirée. Ouais. Vous faites signer un contrat? En pourcentage, ouais. Sinon, et en fixe? Comment? Et en fixe? On fait passer par Malte. Ah oui, ok. Ouais. Et vous encaissez quand? Fin de presta. Avec un acompte. Ok, l'acompte, tu l'encaisses quand? En début de presta, avant même de démarrer quoi que ce soit. Pendant le call ou après le call? Après le call. Pendant le call. Ouais, mais c'est vrai que... Comment tu fais pendant le call? Hein? Je t'envoie un lien PayPal, la paye et... Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Parce que les gens qui partent du rendez-vous sans vouloir payer tout de suite, il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'il n'est pas convaincu. Non. C'est qu'il n'est pas convaincu. Et pire que ça, si tu le laisses partir, qu'est-ce qui va se passer? Il réfléchit. Tu vas en parler à ton chéri, il va te dire « Quoi, tu veux investir ça ?» Il va te... Ouais. Et toi, tu vas... En fait, tu étais dans l'émotionnel et tu vas rationaliser ta prise de décision. Toutes tes croyances limitantes vont remonter et tu vas te dire « Mais non. Mais attends, mais je vais y réfléchir. » Et j'en ai perdu à cause de ça. Bah ouais. Donc, le mec, il est convaincu, il veut t'acheter, il t'a dit oui. Tu ne le laisses pas partir tant que tu n'as pas un contrat signé ou que tu n'as pas l'argent sur ton compte. Sinon, il part pas. Mais les grosses boîtes entre guillemets, ouais. je sais pas, en B2B, etc.
En général, des fois, même la presta, elle est payée même 60 jours après le début de la... En B2B, c'est différent parce qu'on fait des ouvertures de compte. Quand tu commences à travailler avec moi, j'ouvre un compte, j'envoie tout à FP2E, voilà, et après ils renvoient. Et c'est des ouvertures de compte qu'il faut. Il y a en fait une lourdeur de process qui fait que de toute façon, il y a une inertie entre le moment. Voilà. Mais vous, prestataire, il faut le faire tout de suite. Voilà. Sinon, je vais prendre le temps d'aller me comparer. Je vais voir ce que peuvent proposer les autres. Par exemple, sur le téléphone, je t'ai envoyé un lien, là, j'attends le paiement, je reste au téléphone avec lui. Bien sûr. Moi, je lui dis, bah, écoute, c'est super, je suis content d'avancer avec toi, je vais t'envoyer le contrat, on va le lire ensemble, que tu saches quand même ce sur quoi tu t'engages et moi ce que je vais te délivrer. Et c'est écrit noir sur blanc, comme ça, au moins, tu es sécurisé. On lit le contrat ensemble. Et pendant ce temps, je vais aussi t'envoyer les codes, les accès pour la formation. Et comme ça, il a tout de suite quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un contrat et d'attendre d'être là. Putain, j'ai signé un truc, j'ai payé, j'ai rien. Donc il faut que pendant qu'il y a ce moment douloureux de putain, je file de l'argent, c'est en ligne, et en plus j'envoie un contrat, je signe quelque chose, je m'engage, bah tu envoies quelque chose de positif. Comme ça, il est direct dans le bain, il est direct dans le process. Et il avance tout de suite. Si c'est en physique ? Ouais. Bien sûr. Si c'est en physique, tu mets des codes d'accès à ta formation, tu prends le premier rendez-vous. Si tu n'as pas d'accès et de livrable à donner tout de suite. Parfait, bah écoutez, moi je vous laisse lire le contrat, on va lire ensemble. Pam pam pam, tu lis le contrat. Bah, du coup, par rapport à la compte, je vous laisse faire ça, je vous envoie le RIB. Pendant ce temps, je vais regarder les dates sur mon agenda, que je puisse voir quand est-ce qu'on peut... Parce qu'il faut qu'on avance, on ne va pas perdre de temps ensemble. Moi, je vais vous apporter des résultats. Donc, quand est-ce qu'on peut se voir en présentiel ou à distanciel, qu'on puisse avancer. Et tu cales, tu vois, des rendez-vous. Par exemple, pour tout ce qui est audit, trucs et tout ça, ça vient après. Ah oui. Moi, je faisais l'erreur de faire avant. De quoi avant quoi? De faire un état des lieux, par exemple, du site du prospect, lui dire voilà, tu as 7 axes d'amélioration. Non, l'audit, ça vient après. Tu délivres, là, tu donnes de la valeur gratuitement. Tu fais pas payer, tu faisais pas payer tes audits? Ah non, ah non. On met aucune valeur sur quelqu'un qui nous offre un audit gratuit. Ah ouais? Ah ben non. J'ai vu beaucoup de concurrents faire ça. Ouais, mais non. Gros démarrage, je comprends. Ouais, c'est pour ça. Question? Non? Sur la partie quand vous venez de... Tu peux me tutoyer. Oui, pardon.